La victime s'avançait, couteau à la main. Elle n'était pas victime de son destin, mais plutôt victime de ce qui lui arrivait. La personne qu'elle pourchassait, sur le sol, trébuchant de désespoir, voyant la femme ou l'homme qu'il aimait, couteau à la main. Le couteau, une fois tombé sur le sol, il reprit ses esprits, et vit alors sa femme en sang, plusieurs coups de poignard, sur l'épaule, sur le bras. La maison était un endroit qui prenait les vies, qui prenait les consciences, qui prenait ce que l'on pensait des autres et qui nous manipulait comme de vulgaires pantins. Contre le sol, désespérément, elle s'accrochait à la vie, elle s'accrochait au tapis, elle s'accrochait au sol et essayait d'avancer. Mais la maison continuait à reprendre l'esprit de l'homme. Il se battait contre et essayait de résister, lâchait le couteau, mais le récupérait. Il le reprenait et avançait, résistait et fermait les yeux. Ses yeux n'étaient plus comme ils étaient avant. Ils étaient blancs, presque transparents, blancs, avec des veines et des vaisseaux rouges qui apparaissaient par en dessous. La peau de ses paupières en dessous était relâchée, laissant apparaître sur son visage le dessous de ses paupières et de la chair en dessous de ses yeux. Une chair rougeâtre et rosâtre pâle, humide. Ses yeux, le couteau en main, il avançait. La victime devant lui, qui n'était rien d'autre que sa femme, était en train de s'accrocher à la vie. Elle avançait et s'accrochait au moindre endroit qu'elle pouvait trouver. Au moindre endroit qu'elle pouvait trouver, elle s'y accrochait et continuait. Une fois debout, une fois redressée, elle regarda dans l'ombre son mari, couteau à la main, les yeux qui avaient changé, le physique qui avait changé lui aussi, beaucoup plus rustre, beaucoup plus solide, les épaules beaucoup plus larges. Elle le regardait de loin et s'était arrêtée dans le couloir, dans l'obscurité. Dans l'obscurité, elle s'est arrêtée et la regardait. Elle n'a pas hésité un seul instant avant de partir. Une fois qu'elle est partie, elle a couru jusqu'au couloir second, tournant la tête à gauche, à droite, et restant en place un moment, le voyant se battre contre la puissance que la maison exerçait sur lui, lâchant et reprenant le couteau. La maison n'avait qu'un seul pouvoir, exercer la violence, exercer la vengeance sur les personnes qui l'habitaient. J'avais été épargné parce que je m'étais caché. Je n'étais encore qu'un petit enfant quand je vivais là-bas. La terreur remplissait les couloirs. J'avais l'impression de vivre dans un endroit où tout le monde se battait pour survivre, et c'était le cas. Un jour, alors que je m'étais levé, comme tous les matins, le corps de ma mère, étendu dans une mare de sang, le bras brisé, les jambes brisées elles aussi, couvertes de bleu, le visage méconnaissable, les dents arrachées, les yeux gonflés, les joues gonflées, les cheveux arrachés, sombrant dans une folie. J'ai ramassé la caméra à côté d'elle, montrant des images de elle, sombrant dans une folie de cris et de hurlements. Elle s'était arraché les cheveux,
avait retourné le canon, du fusil contre elle-même. Mais c'était mon père qui avait fait le reste du travail. La maison s'était emparée de lui, emparée de son espoir, emparée de qui il était, et tout avait disparu, même lui, même ses yeux n'étaient plus les mêmes qu'avant. Ses yeux étaient blancs, vides, transparents. À l'intérieur de ses yeux, on pouvait voir tout ce qui était prévu, tout ce que la maison voulait lui faire. Ses yeux vides, blancs, les vaisseaux de sang qui tachaient ses yeux de plusieurs petites taches de sang, un petit peu partout. Ses paupières qui tombaient, légèrement fantomatiques, dévoilaient la chair en dessous de ses yeux. Il avançait, carabine à la main, laissant glisser la carabine sur le sol. Ma mère était en train de fuir. Dans une robe rouge. Elle courait. Elle essayait de s'épargner. Elle essayait de fuir la violence qui sévissait cette maison. Elle était en train de fuir dans sa robe rouge, mais la robe rouge cachée à l'intérieur d'une chambre dépassait un peu, en dessous d'une porte. La porte ouverte, les pas lourds de mon père qui frappèrent le sol quand il avançait. La carabine qui était tombée, saisissant ma mère, d'un regard elle s'est retirée. D'un regard elle le regardait par en dessous du lit, et elle s'est retirée. Sa robe rouge l'avait trahie, dépassant du lit et dépassant de la porte. Elle a été tirée à l'extérieur et a été détruite à coups de carabine. Pas à coups de carabine, on ne lui avait pas tiré dessus, mais on l'avait frappée avec la carabine, à mort jusqu'à ce que son visage ne ressemble plus à son visage, jusqu'à ce que ses yeux deviennent difformes, jusqu'à ce que son nez devienne gonflé, jusqu'à ce que ses joues deviennent percées, jusqu'à ce que ses joues deviennent fissurées et lacérées, jusqu'à ce que son visage soit méconnaissable, mutilé. Et je l'ai retrouvé ainsi, à travers son corps, posant ma main sur son buste, j'ai pu imaginer ce qu'elle avait vécu. Alors j'ai essayé de voir à travers ses yeux, et je suis parti, j'ai couru, j'ai essayé de survivre, mais la lame tranchante de la machette qu'il avait été chercher dans l'abri de jardin était déjà en train de hanter les couloirs. Était déjà en train de hanter les portes fermées derrière lesquelles je pouvais entendre ses pas, les portes fermées derrière lesquelles je pouvais entendre sa présence. Et je m'y cachais. Pour éviter sa présence, jusqu'à ce qu'il rentre et qu'il commence à me chercher. J'avais déjà sauté par la fenêtre, j'avais déjà essayé de m'enfuir, mais en courant, il me tirait dessus, carabine à la main, le doigt sur la détente, sans même hésiter et sans même comprendre que c'était son fils. Même si au fond de lui, il devait certainement le comprendre, que c'était son fils, et que ce n'était pas un enfant comme tous les autres. Et il essayait de me tuer, en me courant après. Heureusement, j'ai pu me cacher, beaucoup plus loin, entre les racines du vieil arbre.